Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette conférence organisée par la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Éducation. On est ravis d'avoir avec nous aujourd'hui Julien Musolino, qui est un scientifique franco-américain, spécialiste des sciences cognitives. Il est en fait né de l'autre côté de la frontière, à Thonon-les-Bains. Il a fait son master ici à l'Université de Genève avant de quitter l'Europe il y a à peu près 30 ans pour mener une carrière scientifique de haut niveau. Il est aujourd'hui professeur à l'université Rutgers aux USA, où il occupe un double poste au département de psychologie et au centre de sciences cognitives. Les recherches de Julien couvrent un très large éventail de sujets des sciences cognitives, puisqu'il travaille à la fois sur le langage et le développement du langage, l'intelligence, la rationalité, l'agentivité, les sciences cognitives de la religion, ou encore la formation des croyances et leur mise à jour. Le travail de Julien est technique, formel et précis, mais il se démarque de nombreux chercheurs du domaine par sa volonté non seulement d'ancrer les questions théoriques dans des enjeux sociétaux plus larges, mais aussi de transmettre et de partager ses recherches avec ses étudiants et avec un large public. Julien a reçu plusieurs prix d'enseignement, il est présent à la télévision et à la radio, et son travail est discuté dans des magazines populaires aux États-Unis et à l'étranger. En 2021, Julien a été invité par le Vatican lors de sa 5e conférence internationale pour parler de ses recherches sur l'âme, dont il a fait un sujet de recherche scientifique au croisement de disciplines aussi différentes que les neurosciences, la philosophie, la biologie, mais aussi le droit, puisque, comme on le verra aujourd'hui, son travail l'amène à réfléchir à la question du libre arbitre et de ses conséquences sur la responsabilité morale. Merci beaucoup d'être ici, Julien. Et le floor is yours. Merci Julie, bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Le micro marche bien? Très bien. Eh bien, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Ça me fait très plaisir de voir autant de personnes dans la salle. J'aimerais, avant de commencer, remercier l'Université de Genève pour avoir organisé cet événement et puis remercier également le département de psychologie pour avoir organisé cette conférence. Et puis, je souhaite également tirer un coup de chapeau à ma collègue Julie Franck qui a réussi à me convaincre de donner cette conférence en français, chose que je n'ai jamais fait de ma carrière. Donc, si vous entendez des anglicismes, je vous demande de m'en excuser. Voilà. Alors, ce soir, je vais vous parler d'une idée, d'un concept qui hante, si je puis dire, notre imaginaire collectif depuis des millénaires. Il s'agit de la question de l'âme. Et pour entrer en matière, je vous propose de regarder une petite vidéo assez courte, mais percutante, qui illustre parfaitement bien les idées, les concepts dont nous allons discuter ce soir. Je vous laisse regarder. Alors, je vais vous traduire pour ceux qui peut-être ne parlent pas l'anglais. Le ciel, le paradis peut attendre, attachez vos ceintures. Alors, s'il y en a parmi vous ce soir qui rentrent en voiture, je vous conseille en effet d'attacher vos ceintures. Il est vrai que le paradis peut attendre. Voilà donc cette question, la question de l'âme, question absolument fascinante dont je vais vous parler ce soir, une question qui soulève un nombre important de questions, même aujourd'hui, au XXIe siècle. On aimerait savoir, par exemple, qui croit en l'âme aujourd'hui, au XXIe siècle, dans nos sociétés modernes. En quelle sorte d'âme est-ce que les gens croient? En effet, le concept d'âme est un concept qui peut être défini de manière différente. Nous allons le définir de manière précise ce soir pour être clair sur le concept dont nous allons discuter. D'où viennent ces croyances? Pourquoi est-ce que, nous allons le voir tout à l'heure, ce sont des croyances qu'on retrouve à travers le temps, à travers les cultures. Il s'agirait presque d'une croyance universelle chez l'être humain. Pourquoi est-ce que l'être humain, les êtres humains, ont cette tendance à croire en ce type de concept d'entité? Et puis, une question naturellement qui est fascinante, qui est riche
dans ses enjeux et ses implications, la science a-t-elle quelque chose à dire sur cette question? Pour beaucoup, eh bien, la question de l'âme n'est pas une question scientifique, c'est une question religieuse, philosophique, métaphysique. Je vais vous montrer ce soir qu'en fait, l'âme en laquelle la plupart des gens croient est une question fondamentalement scientifique, donc sur laquelle nous allons pouvoir dire énormément de choses. Et si en fait la science a des choses à dire sur cette question, eh bien, que pouvons-nous apprendre de la science sur cette question de l'âme? Et puis finalement, quels sont les enjeux? S'agit-il uniquement d'un débat académique, d'un débat philosophique, ou existe-t-il des enjeux plus importants, plus profonds, pour des questions de société qui nous touchent toutes et tous? Alors ces questions sont des questions dont j'ai discuté, que j'ai développées dans mon ouvrage de 2015, qui s'appelle en anglais « The Soul Fallacy », qui n'a toujours pas été traduit en français. J'ai peut-être, maintenant que je suis en Europe, contacté quelques maisons d'édition pour voir si le livre pourrait être traduit en français. Mais bon, comme beaucoup de gens parlent l'anglais, c'est un ouvrage que vous pouvez trouver dans les librairies ou alors vous pouvez le trouver online, par exemple. Et ce soir, je vais éclairer seulement, parce que j'ai qu'une heure pour vous parler, une petite partie de ces questions, une sous-partie de ces questions, et je vais procéder de la manière suivante. Je vais faire ça en deux volets. Tout d'abord, je vais vous parler de l'âme, de cette question d'âme, et de l'âme et de la science. Ça va prendre environ la moitié du temps. Et puis ensuite, je vais vous parler... Attendez, voilà. Je vais vous parler des enjeux, puisqu'il y a un certain nombre d'enjeux qui sont vraiment importants, qui sont intéressants, et ce sont des enjeux, pour la plupart, qui sont très rarement discutés, non seulement à l'intérieur des sciences, mais également vers le grand public. Donc je vais dédier en fait la moitié de cette présentation à une discussion de ces enjeux. Et je vais commencer par mettre mes cartes sur la table, comme on dit en anglais, « put my cards on the table », et vous dire en fait d'entrée de jeu, vous donner d'entrée de jeu les conclusions auxquelles je vais arriver, pour que vous sachiez en fait le point d'arrivée. Et puis ce qui m'intéresse ensuite, c'est de vous montrer la démarche intellectuelle, le raisonnement, les arguments qui amènent à ce type de conclusion. La première conclusion à laquelle je vais arriver, c'est que la notion de ce que je vais appeler l'âme traditionnelle, que nous allons définir dans quelques instants, pour que nous ayons une idée précise du type d'âme sur laquelle nous allons discuter, eh bien, n'est pas simplement une question théologique, philosophique ou métaphysique, c'est avant tout une question scientifique. Ça peut paraître étrange, mais en fait, vous allez voir que c'est assez facile de comprendre, de voir pourquoi c'est le cas. La deuxième conclusion, c'est que, par conséquent, l'existence de cette âme peut être déterminée de manière objective, puisque nous savons, depuis longtemps maintenant, comment gérer, comment évaluer les hypothèses scientifiques. La science, je vais vous le montrer, assez rapidement, malheureusement, ça pourrait être le sujet d'une conférence entière, mais il y aura naturellement des questions. On aura une demi-heure environ, je pense, pour discuter, donc vous pourrez me poser des questions par rapport à cette idée. La science nous donne toutes les raisons de penser que l'âme n'existe pas. Et la dernière conclusion, c'est que cette conclusion, donc la non-existence de l'âme, eh bien, a des implications importantes qui s'étendent bien au-delà du domaine de la science. Voilà, maintenant je vais vous montrer petit à petit comment est-ce qu'on arrive à ces conclusions. Et tout d'abord, je vais commencer par vous parler. Alors je suis désolé, ma petite télécommande ne marche plus très bien. Voilà, ça y est. Je vais commencer par vous parler de l'âme et de la science. L'idée, c'est d'essayer d'arriver à une conception assez précise, puisque naturellement, cette notion d'âme peut vouloir dire pour différentes personnes différentes choses. Donc c'est important qu'on soit d'accord sur le type d'âme que nous allons discuter ce soir. Cette idée, cette notion d'âme traditionnelle, c'est une notion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé cette conférence, qui transcende le temps et également les cultures. C'est une idée qu'on retrouve sous une forme ou une autre il y a des milliers d'années, en Égypte par exemple,
une question qui est discutée dans les écrits de Platon, dans les écrits d'Aristote, qui avait des positions différentes sur la question de l'âme. Et puis on la retrouve de manière assez importante au tout début de la révolution scientifique, dans la pensée, bien sûr, de René Descartes, qui a beaucoup parlé de cette âme rationnelle qui nous différencie des animaux. Et puis à travers les cultures également. On ne connaît pratiquement pas de culture dans laquelle il n'y ait pas une notion d'esprit ou d'âme. Donc c'est une notion qui est vraiment importante, qui est quasiment universelle. Il existe des sondages également qui montrent que, alors ça on passe maintenant au XXe siècle, des sondages qui sont faits par des organismes de sondage tout à fait réputés. Alors c'est petit, ce n'est pas la peine de regarder les chiffres, c'est juste pour vous donner une idée. Des sondages qui ont été faits à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'au début du XXIe siècle, avec différents pays, des pays développés principalement. Et on se rend compte, par exemple, j'ai pris 2 exemples, puisque nous sommes en Suisse aujourd'hui, donc la Suisse, on voit au fil des années qu'il y a quand même une proportion assez intéressante, importante de la population qui dit croire en cette notion d'âme. Et puis si on regarde ce qui se passe, où je vis depuis très longtemps maintenant, les États-Unis, comme vous le savez peut-être, un pays paradoxal, un pays très riche, mais aussi un pays qui est très religieux. Et en fait, c'est une anomalie, parce qu'on voit dans la recherche que ce qu'on appelle la religiosité, la tendance d'un peuple à être religieux, décline avec la richesse. Il y a une relation inverse. Les États-Unis, c'est ce qu'on appelle en anglais un outlier. Ils sont off the charts, comme on dit en anglais. Aux États-Unis, on voit également, quand il y a des sondages, alors la population américaine est sondée sur plein de questions très souvent, et on voit que, à travers différents sondages, une énorme majorité de la population, 80 et quelques pourcents, croit ou dit croire en l'âme, la vie après la mort, le paradis, des choses comme ça. D'ailleurs, si vous voyagez aux États-Unis, vous vous rendrez compte que cette notion de religiosité est très très présente. On le voit même dans les affiches quand on roule le long des routes américaines. Il existe également, donc ça c'est des sondages, il existe également des ouvrages, même en français, où certaines personnes, alors ce sont des ouvrages qui sont destinés au grand public. Ce ne sont pas des ouvrages qui sont destinés aux scientifiques. C'est ça qui est intéressant. On en reparlera tout à l'heure. Mais des ouvrages qui prétendent qu'il existe des preuves, même des preuves scientifiques, de l'existence du paradis et de l'âme, de l'existence de Dieu. Alors ce sont 2 livres que j'ai pris pour illustrer, mais il en existe beaucoup d'autres. Et puis, il existe également une littérature scientifique, publiée maintenant pour un public scientifique, dans des revues qu'on appelle la comité de lecture, une littérature à laquelle j'ai contribué avec mon équipe, qui se pose la question de savoir, mais pourquoi en fait, d'où viennent ces concepts? Pourquoi est-ce que les êtres humains ont tendance à penser de cette manière, à invoquer ce type de concept? D'où est-ce que ça vient? Donc il y a une littérature qui existe comme ça. Il y a quelques années, je me suis interrogé, j'ai essayé de comprendre finalement si j'enseigne des cours à des étudiants à mon université, à Rutgers, étudiants qui sont intelligents, qui prennent des cours de philosophie, de sciences, de neurosciences, de psychologie. Et j'ai cherché à savoir finalement si ces étudiants, dans quelle mesure ils croyaient à cette notion d'âme. Alors, j'essayais de venir dans mon laboratoire, j'aurais posé des questions dans un contexte contrôlé. J'aurais demandé par exemple, est-ce que vous croyez que vous avez une âme? Et un bon psychologue cognitif, je leur ai donné une échelle, pas juste oui ou non, mais une échelle entre 1 et on va dire 6. Donc 1 c'est absolument pas, 6 c'est absolument. Et je me suis rendu compte, j'ai fait ça plusieurs fois, donc ce n'est pas juste une expérience, avec des groupes assez larges, donc des centaines d'étudiants à la fois, les résultats répliquent très bien, qu'environ 80% de cette population d'étudiants qui vont à l'université disent en effet qu'ils pensent qu'ils ont une âme. Et quand je leur pose, parce que j'aurais posé naturellement plein de questions, quand je leur pose des questions plus fines, quand je leur demande, par exemple, comment ils définiraient ce concept d'âme, je leur donne plusieurs options, et puis je leur donne l'option également de me donner leur propre définition, eh bien, on se rend compte que la plupart d'entre eux nous disent qu'ils pensent que leur âme est une entité immatérielle qui est différente du corps. Donc c'est tout à fait la conception qu'on a vue tout à l'heure dans la petite vidéo, on voit l'espèce d'entité immatérielle qui s'échappe du corps pour aller vers l'au-delà, paradis
en enfer peut-être, ça dépend un petit peu de ce que les gens ont fait. Et puis, quand on pousse le raisonnement, quand on leur demande, pose d'autres questions, on se rend compte que ces gens, ces étudiants, nous disent que leur âme contribue à leur fonctionnement psychologique. C'est une entité qui leur apporte leur morale, leur conscience, leurs sentiments, leur libre arbitre, leur personnalité, leur capacité à prendre des décisions. Alors si on résume, si on met ensemble toutes ces données, les sondages, la littérature scientifique qui existe sur ces questions, les études que j'ai faites à Rutgers, eh bien on se rend compte que beaucoup de gens croient en une âme qui possède 3 propriétés importantes. Et on arrive maintenant à cette définition de l'âme traditionnelle. La première propriété, c'est l'idée que cette âme est immatérielle, donc qui est différente ontologiquement de notre corps physique. La deuxième propriété, c'est l'idée que cette âme contribue à notre fonctionnement psychologique. Donc ce n'est pas une entité inerte qui ne fait rien, mais c'est quelque chose qui contribue à notre fonctionnement psychologique. Et j'ai même demandé aux étudiants, quand j'ai fait ces manipulations, de différencier l'âme, en anglais soul, de mind. Et ils font la différence. Ils ne pensent pas que leur âme, c'est leur mind, tout simplement. Donc c'est vraiment une entité à part qu'ils pensent qui existe. Et puis, naturellement, la troisième propriété, dont je n'ai pas parlé, mais qui ressort dans ces sondages, dans ces interviews, dans ces données, c'est que les gens pensent que cette âme est immortelle. C'est un mécanisme qui permet de préserver notre conscience, notre cognition, et de l'amener dans l'au-delà lorsque le corps cesse de fonctionner après la mort. Eh bien, c'est cette âme que je vais qualifier d'âme traditionnelle, et c'est cette âme qui va servir de point de départ à notre discussion. Alors, je vais vous dire d'entrée de jeu qu'il est évident que ce n'est pas la seule manière qui existe de définir l'âme. On peut parler de l'âme de manière métaphorique, par exemple. En anglais, on a une expression qui dit « these poor souls », ces pauvres âmes. Mais quand on dit ça, on ne veut pas dire ce qu'on veut dire ici. Je pense également qu'il y a, par exemple, des gens qui font de la théologie, qui peuvent définir, s'ils le souhaitent, l'âme de manière différente. C'est très bien. Ce qui m'intéresse, c'est ce que pensent la plupart des gens. Et on peut le découvrir de manière empirique, comme on l'a fait maintenant. On se rend compte que beaucoup de gens croient qu'ils ont une âme avec ces caractéristiques. Voilà. Eh bien, c'est ce type d'âme, cette âme, sur laquelle nous allons nous pencher ce soir, que je qualifie d'âme traditionnelle. Maintenant, quand nous passons du monde du grand public au monde scientifique, on se rend compte que les croyances sont très différentes. Voilà, par exemple, un chercheur qui s'appelle Joshua Green, qui est un neuropsychologue à Harvard. Ce sont des questions dont nous discutons, nous scientifiques, entre nous. On se rend bien compte qu'il y a un fossé énorme entre nos croyances à nous et les croyances de la plupart des gens, ce qui est fascinant. Il y a des époques comme ça où les choses se passent de cette manière. Par exemple, la révolution copernicienne, la révolution darwinienne, où les scientifiques, où la communauté scientifique, par rapport à Darwin par exemple, parce qu'à l'époque de Copernic, la science commençait à débuter, mais il y a des croyances par rapport à comment marche le monde qui sont bien ancrées dans le domaine scientifique, et il y a un fossé énorme entre ces croyances et ce que pensent les gens dans le grand public. Eh bien, nous sommes en plein dans cette charnière par rapport à cette question de l'âme, où les scientifiques ont un avis très arrêté, très précis, je vais vous montrer pourquoi, mais qui va à l'encontre de ce que pensent beaucoup de gens dans les domaines non scientifiques. Alors, Joshua Green nous dit que la plupart des gens sont dualistes. Dualiste, ça veut dire qu'il y a cette dualité entre le corps d'un côté et l'esprit, comme nous l'avons vu. Intuitivement, nous nous percevons non pas comme des entités physiques, mais comme des esprits ou des âmes immatérielles logées dans des corps physiques. Nous, les scientifiques, prenons pour acquis la base physique de l'esprit. Par base physique de l'esprit, ce qui veut dire, c'est que nous, les scientifiques, nous pensons, nous sommes arrivés à la conclusion, ce n'est pas une idée simplement, que ce qu'on appelle l'esprit est une manifestation du fonctionnement du corps et du cerveau. D'ailleurs, quand on regarde les sondages qui existent, il existe des sondages, dans le grand public, mais également chez les scientifiques, on se rend compte, alors voici un sondage qui date de 1998, ou 98 comme on dit en Suisse,
je m'attaque à mon public, qui montre que eh bien, seulement moins de 10% des scientifiques de haut niveau, c'est-à-dire des membres de l'Académie nationale des sciences, croient en ce type d'âme et en la vie après la mort. Donc il y a un fossé entre la communauté scientifique et le monde extérieur. Et donc nous arrivons donc à deux conceptions différentes, distinctes de la nature humaine. D'un côté, le dualisme, où l'être humain est perçu comme moitié bête, moitié ange, avec un corps physique bien sûr, comme le reste des animaux, mais cette âme rationnelle, immortelle. Et puis, ce qu'on appelle le matérialisme scientifique. Alors j'ai pris l'exemple du Terminator, non pas pour vous dire que nous sommes des machines programmées pour tuer Sarah Connor, mais pour vous dire simplement, de manière métaphorique, que la conception scientifique de l'être humain, c'est de voir l'être humain comme une machine biologique. Machine, pas au sens, pas pour rabaisser l'être humain, mais machine toutefois. Donc machine très complexe, mais machine qui ne contient que des éléments physiques. Et d'ailleurs, nous connaissons tout à fait bien la composition chimique, par exemple, des êtres humains. Il n'y a pas de choses mystérieuses qui se passent au niveau de l'âme. Alors ce sont les deux conceptions qui sont mises en jeu. Alors maintenant, on peut se dire, bon, c'est très bien tout ça, mais finalement, c'est peut-être qu'un débat philosophique, un débat métaphysique. Nous allons réfléchir, d'abord, je vais brièvement vous montrer quels sont les enjeux, et puis ensuite, nous allons nous pencher sur un des enjeux de manière plus détaillée. Alors, quels sont les enjeux? Eh bien, un des enjeux de ces croyances, du dualisme ou du matérialisme, c'est ce qui se passe au tout début de la vie. Une question qui se pose beaucoup, surtout aux États-Unis, j'imagine beaucoup moins en Suisse, c'est bien quand est-ce que la vie commence? Et pour beaucoup, la vie commence quand l'âme est insérée dans le corps, alors au niveau peut-être de l'embryon ou des cellules qui fusionnent. Et donc pour beaucoup, les questions comme l'avortement aux États-Unis sont très 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 controversées parce que l'âme rentre en jeu. Et ça, c'est des questions de société énormes, qui ont un impact énorme sur beaucoup de gens. Chez moi en tout cas, j'espère moins en Suisse ou dans les pays européens. Si on va de l'autre côté du continu qu'est la vie, en fin de vie, une question qui se pose, une question à laquelle la Suisse, je le sais, a répondu depuis très longtemps de manière différente des États-Unis, c'est de savoir si les êtres humains ont le droit de mourir avec dignité et ont le droit de choisir, s'ils le peuvent, bien sûr, le moment auquel ils souhaitent mourir. Ce qu'on appelle le suicide assisté en anglais. Eh bien, aux États-Unis, il existe seulement quelques États dans lesquels le suicide assisté est légal, et les barrières qui s'érigent contre ces pratiques, eh bien, ce sont des barrières qui invoquent l'âme. Les gens invoquent l'âme en disant non, eh bien, c'est Dieu qui décide quand on doit mourir parce que notre âme est importante, elle va se réunir avec Dieu. Donc, encore une fois, on a des conséquences tout à fait pratiques de société qui découlent de ces croyances en l'âme, au dualisme dans des sociétés modernes, comme par exemple la société américaine. Et puis, ce dont je vais vous parler tout à l'heure, ce qui va être la moitié de mon exposé, c'est, alors vous en doutez peut-être pas, ça peut paraître contre-intuitif, ce sont les questions d'ordre juridique ou pénal. Il s'avère qu'on croit avant dualisme ou matérialisme, eh bien, ça a des implications pour un certain sens de la justice et une certaine notion du libre arbitre. Et je vais y revenir dans peu de temps. Alors, je vais vous parler maintenant brièvement, malheureusement, mais on pourra en rediscuter plus précisément, de l'âme et de la science. Voilà, nous avons maintenant une idée plus précise du type d'âme en lequel beaucoup de gens croient. Et je vais vous montrer maintenant que ce type d'âme, eh bien, c'est en fait une hypothèse tout à fait scientifique. Et c'est le cas pour deux raisons principales. La première, c'est ce que j'appelle la notion de le fait que cette âme est détachable et autonome. L'idée, comme vous l'avez vu dans la petite vidéo, de cette âme qui se détache du corps humain, c'est de dire que la cognition humaine peut fonctionner séparément du corps humain. Et je vais vous montrer dans quelques instants qu'il pourrait en effet y avoir des données empiriques qui pourraient montrer que c'est vrai.
Il s'avère que ce n'est pas vrai, ces données n'existent pas, mais en principe, elles pourraient exister. Donc, l'hypothèse est tout à fait scientifique, puisqu'elle peut aller d'un côté ou de l'autre, qu'on peut en fait montrer, en faisant des manipulations, des tests tout à fait scientifiques, eh bien, que le monde pourrait marcher comme ça, que la cognition, en fait, pourrait marcher de cette manière. C'est la première raison pour laquelle cette idée d'âme est une idée scientifique. La deuxième raison, c'est ce que j'appelle l'interaction avec la matière. Étant donné que les gens pensent que ce type d'âme est capable de contribuer à notre fonctionnement psychologique, cela veut dire que ce type d'âme est capable d'interagir de manière causale avec la matière qui nous constitue, avec notre cerveau, pour l'amener à avoir tel ou tel état, prendre telle ou telle décision. Et à partir du moment où on dit qu'il existe une substance ou une entité qui est capable d'interagir avec la matière ordinaire, eh bien, on émet une hypothèse scientifique qui a trait à la physique. Pour en revenir à la première propriété, donc l'idée que l'âme est détachable et autonome, alors quel serait le type de données qui pourrait exister, qui pourrait nous montrer qu'il y a quelque chose en fait d'intéressant dans cette hypothèse? Eh bien, par exemple, s'il était possible de communiquer avec les morts, alors je ne vous dis pas que c'est possible. La littérature scientifique, qu'on appelle mainstream en anglais, a déterminé qu'il n'existe pas de données qui montrent que c'est possible. Il existe plein de littérature parallèle, bien sûr, il y a plein de gens qui croient à ça. Mais en principe, si on était capable de communiquer avec les morts, si vous aviez les cendres de la tante Gertrude dans une urne, vous pourriez conclure de manière assez convaincante que le corps a cessé de fonctionner. Par contre, si vous étiez capable d'établir une communication de manière contrôlée, on est capable de faire des expériences scientifiques contrôlées comme ça, et si on pouvait montrer qu'on est capable de communiquer avec la tante Gertrude, eh bien, on aurait des données qui pourraient montrer qu'en effet, la cognition humaine est capable de fonctionner sans le support du corps. Le deuxième type de phénomène qui est étudié scientifiquement, un phénomène qui est fascinant, un phénomène peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait l'expérience, c'est ce qu'on appelle les expériences extracorporelles. Un phénomène qui est très vieux, c'est Platon déjà qui en parlait dans certains de ses écrits, et ça correspond à la sensation subjective de certaines personnes qu'une partie d'eux, leur âme, a quitté leur corps et qu'ils sont capables de se voir de ce point de vue-là, d'un point de vue objectif, de voir leur propre corps et d'entendre, de comprendre ce qui se passe autour d'eux. Et leur interprétation, une interprétation, c'est de dire mon âme, de manière temporaire, a quitté mon corps, elle flotte dans la salle, elle est capable de voir ce qui se passe, et puis, finalement, elle est revenue dans mon corps. Le phénomène est réel, dans le sens où les gens ne mentent pas. C'est un phénomène qui peut être induit de manière expérimentale, d'ailleurs. La question, naturellement, n'est pas l'existence du phénomène, mais son interprétation. Comment est-ce qu'on interprète ce phénomène? Est-ce qu'il s'agit en effet de l'âme qui a quitté le corps, ou est-ce qu'il s'agit d'une illusion qu'on peut comprendre autrement? Mais imaginons, et l'expérience a été faite, que nous nous trouvons dans une pièce, dans une salle, dans un hôpital par exemple, où un patient se trouve allongé sur un lit, inconscient, et admettons qu'on mette un ordinateur sur un placard où défilent des chiffres ou des images. Et admettons en effet que cette personne, que son âme se détache de son corps, que son âme soit capable de flotter dans la pièce, et que son âme soit capable de percevoir, de se souvenir, donc cognition humaine, et admettons que la personne se réveille, elle nous dit, eh bien voilà, pendant que j'étais inconscient, mon âme flottait dans la pièce et j'ai vu le chiffre 5, 7, 9. On peut faire ça dans des conditions tout à fait contrôlées scientifiquement, ça peut être réplicable. Si on était capable de montrer des choses comme ça, on ne l'est pas. Les expériences qui ont été faites, ça ne marche pas. Mais si on était capable de le faire, eh bien, ça apporterait des données qui montreraient que la cognition peut en fait s'effectuer indépendamment du corps physique qui, allongé sur le lit, les yeux fermés, ne serait pas capable de voir ce qui se passait sur l'écran de l'ordinateur. C'est pour ça, en fait, que l'hypothèse est en principe une hypothèse scientifique, parce qu'il pourrait y avoir des données objectives qui montrent qu'en effet, l'être humain fonctionne comme ça. En effet, la cognition peut fonctionner séparément du corps. Alors, la question qui se pose maintenant, vu que nous sommes dans le domaine des sciences, vu que nous avons deux hypothèses, l'hypothèse dualiste d'un côté, l'hypothèse matérialiste de l'autre, c'est bien comment peut-on décider de laquelle de ces deux hypothèses
a le plus de probabilité d'être vrai? Eh bien, ce n'est pas compliqué en principe, c'est le même type de raisonnement, un type d'approche qui nous permet de décider si la Terre est ronde ou si elle est plate. On regarde comment le monde marche, on collecte des données et puis on arrive à une conclusion. Alors, en ce qui concerne l'âme, ce qui est important, c'est qu'il y a un ensemble de données, un ensemble de lignes de raisonnement qui convergent vers cette conclusion, la conclusion que l'âme n'existe pas, et ça fait que la conclusion est très forte. Souvent, dans les sciences, quand les conclusions sont établies, elles sont fortes, eh bien on a cette convergence de lignes qui viennent, par exemple, de plusieurs disciplines, de plusieurs types de données, qui montrent qu'on peut avoir des conclusions très fortes. L'évolution, le réchauffement climatique, des choses comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour des raisons de temps, je vais brièvement vous énoncer les lignes de raisonnement qui mènent à cette conclusion, et puis on pourra en discuter, si vous le souhaitez, plus tard, après, pendant la période des questions. La première, c'est que l'âme s'est réduite au fil du temps, parce qu'elle existe comme conception depuis très longtemps, à mesure que la compréhension scientifique a progressé. Il existait dans le passé plusieurs types d'âmes, et en fait, il en existe maintenant plus ou moins plus qu'une, parce que certaines âmes on a renoncé à certaines âmes, et d'ailleurs Descartes, c'est peu connu, c'est Descartes qui, alors on connaît Descartes pour son âme rationnelle, mais Descartes a rejeté certaines âmes qu'Aristote avait proposées, parce qu'il pouvait comprendre de manière scientifique comment marchait le corps humain. Donc la compréhension scientifique nous apporte à rejeter petit à petit le type d'âme qui existait. La deuxième ligne de raisonnement, c'est qu'il n'existe pas de formalisme. Formalisme, c'est-à-dire par exemple des équations mathématiques qui décrit l'activité de l'âme. Donc on est capable de faire aucune prédiction précise sur ce à quoi on peut s'attendre si on a en fait une âme. Encore une fois, on pourra discuter de cette ligne tout à l'heure. Il n'existe pas de données empiriques qui soutiennent l'hypothèse de l'âme. Il pourrait y en exister en principe, comme nous l'avons vu, mais il n'en existe pas, en tout cas pas de sérieuses. Il y a plein de choses qui ne sont pas sérieuses, mais il n'existe pas de sérieuses, que les scientifiques prennent au sérieux en tout cas. L'âme est incompatible avec nos connaissances scientifiques, est incompatible avec ce qu'on sait de la biologie, ce qu'on sait des neurosciences, de la psychologie, ce qu'on sait de la physique. Donc incompatibilité avec nos connaissances scientifiques modernes. L'âme n'a aucun pouvoir explicatif, c'est-à-dire qu'invoquer l'âme en disant c'est l'âme qui fait ça, ça ne nous donne pas d'explication. On ne comprend pas mieux pourquoi la conscience marche comme elle marche si on dit que c'est l'âme qui est le moteur. Et puis il existe un volume important de données en faveur de l'hypothèse matérialiste. Ce sont toutes les données qu'on enseigne aux étudiants s'ils prennent des cours de psychologie, de neurosciences. Alors on ne leur dit pas que ça a un impact sur l'âme, mais c'est implicite. Il existe donc toutes ces données qu'on enseigne maintenant dans les cours. Et donc, l'âme a donc en fait exactement l'ensemble des propriétés qu'elle devrait avoir si elle n'existait pas. Et c'est donc pour cela que la communauté scientifique, au XXIe siècle, bien avant d'ailleurs, a renoncé à cette idée. Encore une fois, les détails sont importants, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Voilà comment résume le physicien Sean Carroll, comment il résume la situation. Il s'est penché sur cette question du point de vue de la physique et il écrit, alors, chose que j'ai traduite, il n'y a aucune raison d'être agnostique en ce qui concerne des idées qui sont en dramatique incompatibilité avec toutes nos connaissances scientifiques modernes. Voilà, alors, c'est rapide, je ne sais pas votre position sur l'âme, on pourra en rediscuter. Ce qui me fait très plaisir quand je fais ce genre de choses, c'est justement le contact avec les gens qui ne sont pas dans le monde scientifique. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est trop rapide, c'est trop lent, en fait, que vous avez déjà la conclusion que l'âme n'existait pas. On pourra en rediscuter. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est vous parler des enjeux, parce que les enjeux, c'est absolument fascinant. Et pour ce faire, je vais vous parler, dans un petit moment, des enjeux d'ordre juridique, pénaux, légaux. Et il va falloir que je commence. Alors, c'est un raisonnement, donc je vais vous demander de suivre un petit peu. C'est un type d'argument qui va se développer. Et pour commencer, je vais vous parler du paradoxe du libre arbitre. Et vous allez voir dans quelques instants comment cette idée, ce paradoxe du libre arbitre, est lié à cette conception de l'âme. Vous allez voir ensuite qu'est-ce qui se passe quand on enlève de l'équation cette âme, comme la science nous l'impose. Alors, pour vous parler du paradoxe du libre arbitre,
eh bien, je vais prendre la meilleure manière que je connaisse de le faire, c'est une petite bande dessinée qu'on a aux États-Unis qui s'appelle Dilbert. Dilbert, c'est en fait un personnage qui a un chien qui s'appelle Dogbert. Et Dilbert et son chien ont souvent des conversations sur des sujets en général très importants, très profonds. On les retrouve donc dans cette petite bande dessinée en train de discuter et le chien parle, pourquoi pas, et pose la question suivante à Dilbert. Il lui dit, penses-tu, alors j'ai traduit bien entendu de l'anglais, penses-tu que l'activité cérébrale contrôle nos actions? Bien sûr, lui répond Dilbert. Alors comment pouvons-nous être moralement responsables de nos actions? Parce que nous avons le libre arbitre qui nous permet de faire des choix, nous répond Dilbert. Mais ce libre arbitre ne fait-il pas partie du cerveau? Ah, bien sûr que si, mais c'est la partie du cerveau qui est libre. Alors d'après toi, cette partie libre du cerveau n'obéirait pas aux lois de la physique? Bien sûr que non. Sinon, comment pourrait-on être responsable de nos actions? Et là, le chien pousse le raisonnement, elle lui demande, mais est-ce que cette partie libre, elle est attachée au cerveau ou elle flotte aux alentours? Là, on comprend assez bien l'anglais, shut up, on arrête la discussion, voilà, pas de réponse à ça. Eh bien, c'est ça le paradoxe du libre arbitre. Alors, je vais le développer parce que c'est important, ces idées sont vraiment importantes. Et ça soulève la question qui est très vieille, question du libre arbitre et du déterminisme, deux forces qui sembleraient être incompatibles. Soit les choses sont déterminées, soit on a un libre arbitre, mais les deux semblent être incompatibles. Et comme je l'ai fait avec la question de l'âme, je vais définir le libre arbitre de manière précise pour qu'on ait la même notion, parce qu'on peut définir le libre arbitre de manière différente, comme on peut le faire pour l'âme. Et je vais vous parler de ce qu'on appelle en anglais, dans la littérature philosophique, scientifique, on appelle ça « libertarian free will ». J'ai traduit ça, alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a des philosophes dans la salle qui me diront que ce n'est peut-être pas comme ça qu'on dit en français, mais bon, j'ai trouvé ça comme traduction. Ça va suffire pour ce qu'on veut faire ce soir, le libre arbitre libertarien. Alors, le nom n'est pas important, c'est simplement le type de conception qui est importante. Ce libre arbitre libertarien est défini, par exemple, dans Theopedia, qui est la version chrétienne de Wikipédia, et qui définit ce libre arbitre, ce type de libre arbitre de la manière suivante. Alors, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai traduit. Alors, la définition, donc, est que le libre arbitre libertarien signifie que nos choix, donc les choix que vous faites, glace au chocolat ou à la vanille, aller à Genève ou aller à Lausanne, tous les choix que vous faites dans la vie, signifie que nos choix sont exempts de la détermination ou des contraintes de la nature humaine, et que la liberté libertarienne est essentielle pour la responsabilité morale. Car si nos choix sont déterminés ou causés par quoi que ce soit, y compris nos propres désirs, on ne peut pas les qualifier de choix libres. Voilà. Alors maintenant, comment est-ce que cette idée de libre arbitre qu'on vient de définir et cette idée d'âme dont on vient de parler jusqu'à présent, comment est-ce que ces deux notions sont liées? Eh bien, pour répondre à cette question, imaginez-vous un être humain qui va prendre une décision, par exemple, la décision d'aller boire un verre après la conférence. Eh bien, il y a un ensemble de facteurs très complexes, causaux, qui pèsent sur l'être humain quand il va prendre sa décision. La décision va dépendre en partie du type de gène que possède cet être humain, de la chimie de son cerveau lorsqu'il va prendre la décision, de ce qui se passe dans son cerveau, naturellement des lois naturelles, lois de la physique, lois de la chimie, mais également du parcours de vie de cette personne, de l'environnement dans lequel elle se trouve, et ainsi de suite. Donc de plein de facteurs. Mais ces facteurs, quand on y réfléchit, ce sont des facteurs causaux, naturellement, et ce sont des facteurs que l'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas le type de gène qu'on a, on ne contrôle pas ce qui se passe de manière inconsciente dans le cerveau. Notre parcours de vie est derrière, on ne contrôle pas de cette manière-là. On ne contrôle pas l'état de l'univers. Donc, si en fait, ces facteurs, aussi complexes soient-ils, j'en oublie peut-être, naturellement, il y en a plein, mais si ces facteurs, aussi complexes soient-ils, déterminent de manière déterministe ou probabiliste, peu importe, notre décision, eh bien, nous sommes complètement causés. Et nous ne sommes pas libres au sens libertarien, comme nous l'avons vu dans la définition précédente. Donc, problème. C'est là qu'intervient la notion de l'âme. C'est très joli, en fait. C'est très séduisant comme idée.
Ça ne marche pas, malheureusement, mais c'est très séduisant. Souvenez-vous que l'âme a deux propriétés principales. Enfin, trois, en fait, comme on l'a défini, mais deux pour ce qu'on veut dire maintenant. La première, c'est que l'âme contribue à notre fonctionnement psychologique, donc à un pouvoir causal. L'âme, c'est l'âme qui cause les décisions qu'on prend, les décisions morales, les actions qu'on fait. Donc elle a un pouvoir causal. C'est très bien. Mais comme cette âme est immatérielle, comme elle n'est pas régie par les lois de la physique, de la biologie, de la chimie, eh bien elle échappe à la causalité. Donc elle nous donne, elle nous transforme en cause primaire, primordiale. C'est exactement ce qu'on veut pour le libre arbitre libertarien comme nous l'avons défini. Comme on dit en anglais, an uncaused cause. Une cause qui n'est pas causée. Donc, on aurait cette liberté. Maintenant, le problème, comme vous pouvez l'apercevoir, c'est que la science nous dit, eh bien non, cette âme n'existe pas. Et donc, on enlève le mécanisme qui nous apporte cette liberté libertarienne. Et donc, nos choix sont en fait causés par des facteurs tout à fait complexes, soit, mais ils sont causés tout de même. Et donc, nous ne sommes dans un sens pas libres. Donc, vous pouvez imaginer les enjeux, la tension qui existe maintenant. Alors, une question, là, je vais vous donner une expérience de pensée pour voir ce que vos intuitions, vous allez faire face à vos propres intuitions. Une question qui se pose beaucoup en philosophie par rapport à cette question du libre arbitre, c'est la question de savoir si les individus, au moment où ils font ce qu'ils font, en général, au moment où ils commettent des crimes, des choses comme ça, est-ce qu'ils auraient pu choisir de faire autrement, étant donné les circonstances précises dans lesquelles ils se trouvent? C'est la question. Alors, pour nous aider à réfléchir à ça, je vais vous donner deux expériences de pensée. La première que j'ai concoctée pour cette situation. La première, imaginez dans la première un rocher énorme qui est perché comme ça entre deux montagnes et qui est là depuis des centaines d'années. Et puis sous ce rocher, il y a un petit village qui s'est développé avec des gens qui vivent dans des maisons. Et puis un beau jour, après un orage très violent, le rocher perd son assise sur les montagnes, tombe et écrase le village. Voilà, et tue en fait les personnes qui sont dans les maisons. La question maintenant, c'est si on revient au moment juste, avant que le rocher tombe, et qu'on le remette exactement dans les circonstances dans lesquelles il se trouvait, et qu'ensuite on enlève le doigt du bouton pause et qu'on laisse les choses se développer, est-ce que le rocher aurait pu décider de faire autrement ce qu'il a fait, dans ces circonstances précises? La plupart des gens, s'ils écoutent la question, disent « ben non, le rocher, il fait la seule chose qu'il peut faire, parce qu'il est sujet à des lois qu'il ne contrôle pas, la gravité, l'érosion, et ainsi de suite. Donc voilà, il est complètement déterminé, ce rocher. Et si on le remet exactement dans les conditions dans lesquelles il se trouvait, eh bien, il va se casser la figure, écraser les maisons. » Maintenant, on prend un autre exemple, et on prend l'exemple d'une personne, d'un être humain qui a le doigt sur la détente et qui va tirer, et qui décide de tirer. Et on se pose la question, mais est-ce qu'en fait, cette personne, au moment où il a décidé d'appuyer sur la détente, aurait pu choisir de faire autrement? Et là, beaucoup de gens disent, évidemment, bien sûr qu'il aurait pu choisir de faire autrement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le punit, parce qu'il n'a pas fait le bon choix, il aurait pu choisir de faire autrement, et il ne l'a pas fait. Mais, quand on y réfléchit, il y a un problème. Intuitivement, c'est très satisfaisant de penser ça, mais ça ne marche pas en fait. Même si la décision d'appuyer sur la détente n'est pas un réflexe, mais en fait provient d'une intention consciente, on se dit, voilà, ok, je vais tirer et je tire. D'où vient cette intention consciente? Elle ne vient pas de nulle part, naturellement. C'est une manifestation de ce qui se passe dans notre cerveau. Et ce qui se passe dans notre cerveau, on n'en a pas conscience. C'est régi par tout un tas de lois, des neurones qui font ce qu'ils font dans le cerveau. Et pour une personne X, eh bien, son cerveau fonctionne en partie en fonction de sa chimie, la chimie de son cerveau, mais également en fonction du type de gène que cette personne a, naturellement des lois de la nature, et puis également du type d'environnement dans lequel se trouve cette personne, dans lequel cette personne a grandi, et ainsi de suite. Tout un tas très compliqué de facteurs causaux. Mais l'idée, c'est que eh bien, ce choix est déterminé par des facteurs que nous ne contrôlons pas. Alors,
naturellement, on peut se dire, mais finalement, oui, mais il y a cette question du déterminisme, mais finalement, est-ce que si, en fait, la nature n'était pas déterministe, il existe, comme certains d'entre vous peut-être le savez, des interprétations de certaines théories physiques, la mécanique quantique par exemple, qui ne sont pas déterministes, qui sont probabilistes. Des interprétations, parce qu'il y a des interprétations de cette théorie qui sont déterministes. Mais admettons qu'il existe un élément aléatoire, probabiliste, dans la nature, un jet de dés quantique, métaphoriquement, pour parler métaphoriquement, mais ça ne change rien au problème, parce que nous ne contrôlons pas plus les lois physiques probabilistes que nous contrôlons les lois physiques déterministes. Donc, en fait, notre comportement est causé par des lois naturelles, qu'elles soient déterministes ou probabilistes, ça ne change rien. Il n'y a plus d'âme qui interviennent. Et donc, l'intuition qu'on a que la personne aurait pu faire autrement, eh bien, elle ne marche pas. Alors, ça paraît choquant. On me dit, mais non, c'est pas possible, mais non, elle aurait pu faire autrement. Méfiez-vous de vos intuitions. Nous avons tous l'intuition maintenant, par exemple, que la Terre sur laquelle nous nous trouvons est parfaitement immobile. C'est faux. Elle se déplace autour du Soleil à 100 000 km/h. Vos intuitions ne vous disent pas ça. Vos intuitions vous disent que tout est parfaitement immobile. Ne vous fiez pas à vos intuitions. Pas toujours d'ailleurs. Des fois, il faut s'y fier, mais pas dans ce cas-là. Alors, on va revenir à cette question. Elle est importante. Une citation d'Albert Einstein sur cette question, justement, du libre arbitre. Interview de 1929, que j'ai traduit. Donc, je ne crois pas au libre arbitre. Je crois que nous pouvons faire ce que nous souhaitons, mais que nous ne pouvons souhaiter que ce que nous devons souhaiter. Je vous laisserai y réfléchir, on pourra y rediscuter. Mais ça revient à dire ce qu'on a dit en fait tout à l'heure par rapport à cette forme de libre arbitre. Alors, on va se poser la question maintenant. Parfait, je vois qu'on a encore 15 minutes, c'est ça? Très bien, parfait. On va se poser la question maintenant de savoir, mais d'où vient cette intuition? Pourquoi est-ce qu'on a l'intuition forte, beaucoup d'entre nous en tout cas, que la personne qui a appuyé sur la détente aurait pu choisir de faire autrement dans ce contexte très précis? Eh bien, pour essayer de comprendre ça, il faut parler un petit peu de psychologie cognitive. Alors, s'il y a des étudiants dans la salle, ils vont reconnaître ces idées. Les psychologues qui travaillent sur le comportement humain, sur la psychologie, font une différence importante. Alors, je vais simplifier un petit peu, mais la différence fondamentale est importante. Donc, les psychologues font une différence entre deux types de processus mentaux, deux types de systèmes. Système 1 et système 2. Le système 2, c'est un ensemble de mécanismes mentaux auxquels nous avons accès consciemment. Donc, nous sommes conscients en fait de ces mécanismes et nous sommes conscients de notre propre réflexion. Par exemple, quand vous jouez aux échecs, eh bien très souvent, moi je le fais, j'imagine que vous le faites aussi, je me dis, eh bien, consciemment, je le pense pour moi, si je bouge ma tour sur cette case, eh bien mon adversaire va bouger son fou et je vais me faire attraper et donc je ne vais pas bouger ma tour. Donc je suis tout à fait conscient de ce qui se passe dans ma tête, conscient des décisions que je prends et conscient apparemment des mécanismes que j'invoque pour prendre ces décisions. Et puis, il existe également, et ça c'est moins intuitif, il y a beaucoup de recherches qui ont montré ça, il existe aussi ce qu'on appelle le système 1, un ensemble de mécanismes qui échappent à notre conscience, mais qui pèsent sur notre comportement et sur nos décisions. Alors c'est assez intéressant parce qu'on n'est pas au courant de ça. On se dit, ben non, moi je sais comment je fonctionne, j'ai accès consciemment à ce qui se passe, alors qu'en fait, il y a plein de choses qui se passent dont on n'est pas conscient, dont les scientifiques sont conscients parce qu'ils font des expériences très pointues et qui montrent en fait qui pèsent sur notre comportement. Alors, ces idées, ce ne sont pas des idées farfelues, c'est des idées très importantes qui ont permis à plusieurs chercheurs de gagner des prix Nobel, par exemple. Des prix Nobel, même pas en psychologie, dans des autres disciplines, tellement les idées étaient importantes et tellement elles avaient d'enjeux pour d'autres disciplines. Daniel Kahneman, par exemple, le psychologue, a gagné le prix Nobel en économie en 2002. Il a écrit un livre d'ailleurs fascinant qui se sert de cette différence entre ce qu'on appelle système 1 et système 2. Alors maintenant, pour pousser un petit peu la réflexion, à l'intérieur de ce système 1, ce n'est pas juste un gros bloc, il y a une structure, il y a différents types de mécanismes. Mais un type de mécanisme qui existe, c'est ce qu'on appelle un sous-système de psychologie intuitive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la psychologie intuitive?
Ce n'est pas de la psychologie scientifique. La psychologie intuitive, alors vous avez une photo de Darwin ici, c'est en fait quelque chose dont nous a doté la nature en tant qu'être humain pour pouvoir raisonner par rapport à certains types d'entités qu'on retrouve dans notre environnement. Alors pas dans l'environnement naturellement du XXIe siècle. On a évolué biologiquement il y a très longtemps. On est moderne de manière cognitive depuis environ 50 000 ans. Et ce système, ce sous-ensemble de systèmes de psychologie intuitive nous permet de raisonner par rapport à ce qu'on appelle les agents. Alors qu'est-ce que c'est que les agents? Eh bien, si je prends l'exemple de cette table, eh bien, on se rend compte que cette table obéit aux lois physiques. Et ce serait tout à fait étonnant que la table se mette à bouger spontanément d'elle-même. On s'attend de manière tout à fait intuitive à ce que la table ne le fasse pas. Si on veut qu'elle bouge, eh bien, il faut appliquer une force sur la table pour qu'elle bouge. Autrement, elle ne bouge pas. Par contre, un être humain ou un animal, moi, je peux être debout comme ça, et soudain, spontanément, je peux me mettre à bouger, sans apparemment qu'aucune force ne s'applique sur moi. D'où est-ce que ça vient, ça? Pourquoi? Comment? Eh bien, la psychologie intuitive nous permet de raisonner par rapport à ces entités qui sont importantes. Si on revient au contexte dans lequel on a évolué, les autres êtres humains, on peut coopérer avec, on peut se battre contre. Les animaux, eh bien, on peut les manger ou se faire manger. Donc, c'est important qu'on essaie de comprendre, de prédire leur comportement. Eh bien, la nature nous a dotés de ces mécanismes, et quand on étudie ces mécanismes en psychologie cognitive, dans des expériences très pointues, on se rend compte qu'on suppose, et on peut voir ça même chez les bébés qui ont quelques mois, on suppose intuitivement qu'une force invisible, elle-même non causée, un esprit doté d'intention, on va dire, est responsable du comportement des agents. Ce que ça veut dire, donc, c'est que notre psychologie intuitive est dualiste. C'est de là que viennent ces intuitions. Mais, donc, ce sous-ensemble, en fait, ce sous-système de psychologie intuitive donne lieu à ces intuitions libertariennes qu'on a d'une cause pas causée. Et c'est pour ça qu'on a cette intuition forte que la personne aurait pu, en fait, choisir de ne pas appuyer sur la détente, par exemple. On raisonne de manière intuitive différemment par rapport aux êtres humains, aux animaux, et certains systèmes complexes, d'ailleurs, qu'on raisonne par rapport aux tables, aux chaises et aux flaques d'eau. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces théories intuitives, qui font partie de notre bagage, on va dire, par approximation, on va dire inné, il y a des questions qui se posent, on va dire notre bagage inné, eh bien ces théories intuitives nous ont été très utiles, bien entendu, nous sont très utiles pour notre fonctionnement, mais utilité ne veut pas dire forcément vérité. C'est ça qui fait que la science est souvent aussi contre-intuitive. C'est que les théories scientifiques auxquelles on arrive, dans plein de domaines, elles sont fondamentalement différentes de ces théories intuitives. Par exemple, la psychologie intuitive est dualiste, la psychologie scientifique, comme nous l'avons vu, est matérialiste. La physique, il existe également une théorie intuitive de la physique qui nous permet de raisonner intuitivement par rapport aux objets comme les tables, les cailloux, les choses comme ça. Eh bien, cette théorie est approximativement aristotelienne, alors que nos théories scientifiques sont classiques, relativistes, quantiques et ainsi de suite. Même dans le domaine de la biologie, il existe une biologie intuitive qui est essentialiste, créationniste, alors qu'en fait, la biologie scientifique est évolutionniste. Une des raisons pour laquelle il est difficile d'enseigner les sciences, c'est qu'en fait, il faut certaines conclusions, c'est que certaines conclusions sont tout à fait contre-intuitives. Le problème, donc, maintenant, qui se pose à nous, c'est la chose suivante, c'est que notre théorie intuitive des agents, qui inclut le libre arbitre, se heurte à notre compréhension scientifique. Donc, pour autant que le libre arbitre soit considéré comme nécessaire pour la responsabilité morale, eh bien, cette dernière en apparaît ainsi menacée par notre compréhension scientifique, d'où le problème. Alors, si la responsabilité morale est menacée, ce qui semble être effrayant, c'est qu'en fait, si on enlève cette idée, eh bien, c'est tout le système social, moral, légal, juridique qui risque de s'effondrer. Donc, les enjeux sont très importants, en principe en tout cas. Alors, que faire? Eh bien, il y a deux choix, comme dans le film The Matrix. Soit on prend la pilule bleue, soit on prend la pilule rouge.
La pilule bleue, c'est ce que font les systèmes juridiques à travers le monde, enfin, dans les sociétés développées, modernes. On va en parler. Et ce que font ces systèmes juridiques, c'est qu'en fait, ils contournent le problème. Et bon, il y a un problème, on va le contourner, on ne va pas le résoudre. Il y a aussi une autre manière de penser que je vais vous donner, qui est choquante, peut-être pour certaines personnes, mais il faut des fois suivre les implications logiques de certaines découvertes, et qui est beaucoup plus radicale. Prenons tout d'abord la pilule bleue, et donc la réponse classique des systèmes juridiques par rapport à cette question. Alors, le problème, souvenez-vous, c'est, si on revient au rocher et à l'être humain, alors le rocher n'a pas de libre arbitre, bon, très bien, il n'a pas non plus de responsabilité morale, pas de souci, ça va bien. Maintenant, parce qu'il est causé par un ensemble de forces qu'il ne contrôle pas, maintenant on nous dit que les êtres humains eh bien, sont causés, parce qu'ils n'ont plus d'âme, par un ensemble de forces qu'ils ne contrôlent pas, et ça semble menacer cette notion de responsabilité morale, parce qu'on enlève ce libre arbitre, parce que comme le rocher, eh bien, on est causé. Alors comment faire? Eh bien, la réponse standard, c'est de dire, mais finalement, il n'y a aucune loi de la nature qui dit que la dimension dont il faut nous servir pour ancrer la responsabilité morale, c'est cette notion de libre arbitre libertarien. Personne ne nous force à le faire. On pourrait très bien trouver une autre dimension, une dimension qui sépare les rochers des êtres humains, une dimension qui ne soit pas magique ou fictive, dont on puisse se servir pour ancrer la responsabilité morale. Et cette dimension, comme vous en doutez, eh bien, c'est la raison, la faculté de raison que possèdent les êtres humains qui se développent, la faculté de pouvoir prévoir les conséquences de ces actions, d'être conscient du fait que les autres êtres humains ont les mêmes capacités que nous, ont la capacité de souffrir, par exemple. Eh bien, armés de cette conception de raison, on peut dire, eh bien voilà, on va dire qu'on peut régler le problème en disant que la responsabilité morale existe, on la préserve chez l'être humain et pas chez les rochers, parce que les êtres humains ont cette capacité à la raison. Et le système a l'air de marcher relativement bien, parce qu'il met en rapport deux choses. Il met en rapport l'observation que cette capacité de la raison, en fait, peut varier dans son développement, dans sa maturité, dans sa capacité à fonctionner de manière optimale, en fonction des différents types d'êtres humains. Un enfant, par exemple, de 5 ans n'a pas la même capacité de raison rationnelle qu'un adulte. Et puis, entre les deux, on peut mettre un adolescent ou quelqu'un qui est atteint, par exemple, d'une pathologie, quelque chose comme ça. Donc, on a cette idée qu'il y a peut-être un continu, en fait, et où les gens peuvent être plus ou moins rationnels, où cette capacité peut être plus ou moins développée. Et puis, ça semblerait correspondre à une intuition qu'on a, qu'il existerait différents degrés de responsabilité morale. Et dans les systèmes juridiques qu'on connaît, eh bien, on ne juge pas et on ne condamne pas, par exemple, un enfant qui commet un crime de la même manière qu'on condamne un adulte qui a commis un crime. Donc, le système a l'air de marcher relativement bien. Et on contourne le problème de ce libre arbitre libertarien qui n'existe pas. La rationalité, elle existe, donc voilà, on gère les choses comme ça. Mais il reste un problème quand même. Si on réfléchit un petit peu, on se dit, finalement, cette intuition qu'on a, qu'il existe différents degrés de responsabilité morale, elle est suspecte. Alors pour voir ça, je vais peut-être dépasser de 5 minutes, mais on a encore une demi-heure pour les questions, donc ça devrait marcher. Pour voir ça, eh bien, je vais vous proposer une autre expérience de pensée que j'ai concoctée pour ce type de scénario. Imaginez un conducteur qui roule en voiture en Suisse, donc il roule en Porsche par exemple. Nous sommes en Suisse après tout. Et c'est quelqu'un de très bien. C'est un monsieur très gentil, qui respecte la limite de vitesse, qui n'a pas bu, sa voiture est en état parfait, les freins marchent très bien, voilà, tout va très bien. Et puis soudain, au dernier moment, eh bien, un enfant traverse la rue et se jette sous ses roues et malheureusement se fait tuer. Mais notre gentil Harrison Ford n'y pouvait strictement rien. On aurait pu mettre n'importe qui à sa place, qui soit sobre, dans la même voiture, qui roulait en dessous de la limite de vitesse, il n'y pouvait rien. Mais, de manière tragique, eh bien, l'enfant a été tué. Contrastez ça maintenant avec le cas du psychopathe qui conduit aussi une Porsche, c'est connu, et qui cherche à tuer des enfants.
il a l'intention de tuer des enfants, donc il roule le soir en disant « moi je vais chercher les enfants à tuer », et il voit un enfant qui va traverser la route, il accélère et il tue l'enfant. Et là, l'enfant est tué de manière délibérée, intentionnelle. Alors, on a l'intuition tous, l'intuition très forte, que ce cas-là est beaucoup plus grave, beaucoup plus lourd, moralement, que le cas précédent. Le cas précédent, la personne n'y pouvait rien, elle a fait de son mieux, alors que là, il y a l'intention qui est là, ce qu'on appelle dans le domaine juridique mens rea. L'esprit est coupable. Et donc la responsabilité morale est extrême. On peut prendre un cas entre les deux aussi. On peut se dire, prenons maintenant le gentil Harrison Ford, mais admettons qu'il soit atteint d'une tumeur au cerveau. Il est normal, il est gentil, puis il y a une tumeur au cerveau qui se développe et puis qui commence à faire pression sur certaines parties du cerveau et qui l'amène à des comportements psychopathiques. Et bien là, on se dirait, bon, c'est pas bien, mais c'est quand même, il y a des circonstances atténuantes. Donc il y a cette intuition qu'il y a des degrés de responsabilité morale. Le problème, bien sûr, c'est que quand on y réfléchit, eh bien, quand on prend le psychopathe, pour en revenir à notre discussion de tout à l'heure, eh bien, le psychopathe n'a pas demandé à être psychopathe. Il ne s'est pas né en disant « moi, je veux être psychopathe ». C'est plein de facteurs qu'il ne contrôle pas qui font qu'il est psychopathe. Tous ces facteurs causaux dont nous avons parlé tout à l'heure. Même chose pour Harrison Ford. Donc finalement, le psychopathe et Harrison Ford, en dépit de l'intuition qu'on a, eh bien, ils opèrent à travers un ensemble complexe de facteurs qu'ils ne contrôlent pas. Donc cette intuition, en fait, ne semble pas être juste. Alors, maintenant, on peut se poser la question, mais il existe tout de même une différence. Quelle est cette différence qui existe dans ces deux cas, entre Harrison Ford et notre psychopathe? Eh bien, la différence qui existe, par analogie, serait la différence qui existe entre un Terminator et une voiture. La différence, c'est qu'une des deux machines est beaucoup plus dangereuse que l'autre. Le Terminator est programmé pour tuer. Donc beaucoup plus dangereux que la voiture qui peut tuer accidentellement, mais qui n'est pas programmée pour tuer. C'est ça la vraie différence. Ce n'est pas qu'une personne n'aurait pu choisir de faire autrement. Ça ne marche pas si on n'a pas d'âme. C'est juste que le psychopathe pose un danger beaucoup plus important que la personne lambda. Donc, cette intuition qui existe, qui est suspecte, on peut la remplacer par une distinction qui est réelle. Et c'est une distinction entre le niveau de danger qui est posé par différents types d'individus. On revient à l'idée de la personne qui avait une tumeur au cerveau. On peut se dire il pose un danger, mais si on l'opère et qu'on enlève la tumeur au cerveau, par exemple, et qu'on peut faire ça de manière propre, eh bien, on pourrait peut-être en fait enlever le niveau de danger. La personne reviendrait à ce qu'elle était avant, par exemple. Dans le cas de la psychopathie, on n'a pas ce type de moyen encore. Alors, tout à l'heure, on a vu que la première réponse était d'essayer d'ancrer cette notion de responsabilité morale à la raison, mais on se rend compte qu'il reste un problème. C'est le problème de cette intuition qui nous dit qu'il y a différents degrés de responsabilité morale et en fait, qui ne marche pas. Donc, quelle est l'alternative? Et l'alternative, ce serait de prendre la pilule rouge et de dire, eh bien, pourquoi pas restreindre ou éliminer la responsabilité morale. Alors là, tout de suite, j'imagine, réaction, mais comment pouvez-vous dire une chose comme ça? C'est monstrueux, mais la société va s'effondrer. Mais non, on va y réfléchir calmement. Restreindre ou éliminer la responsabilité morale, ça ne veut pas dire éliminer la morale. Ce sont deux choses différentes. Deuxièmement, restreindre la responsabilité morale, ça ne veut pas dire que tout est permis. En disant, par exemple, finalement, vu que les gens ne sont pas responsables moralement de manière métaphysique, eh bien, on va laisser faire n'importe quoi. Bien sûr que non, il y a des contraintes très fortes qui existent dans nos sociétés, puisque nous interagissons les uns avec les autres, qui nous poussent à vouloir avoir des contraintes sur ce genre de comportement. On ne veut naturellement pas laisser les psychopathes faire ce qu'ils veulent faire, tout simplement parce qu'on se rend compte qu'ils n'ont pas de libre arbitre libertarien, et donc qu'on rejette cette notion de responsabilité morale. L'idée, au contraire, c'est au minimum de justifier autrement nos pratiques, voire de les changer. Et voilà ce que je veux dire par là. Il existe, dans le cadre pénal, deux approches qui sont très vieilles, en fait, de ces questions de responsabilité, de jugement, de punition. La première approche, c'est une approche
qui est tournée vers le passé, une approche, on appelle en anglais, rétributive ou rétributiviste. L'idée, c'est de dire, un crime a été commis, on revient en arrière, au moment où la personne allait commettre le crime, on se dit, eh bien, cette personne aurait pu choisir de faire autrement, elle ne l'a pas fait, donc on la punit parce qu'elle le mérite. Elle le mérite parce qu'elle aurait pu choisir de faire autrement. C'est l'approche, et donc on fait souffrir cette personne parce qu'elle le mérite. L'autre approche, ce serait une approche qui serait tournée vers le futur, une approche pragmatique, ce qu'on appelle une approche en anglais soit utilitarienne, soit conséquentialiste. Et l'idée est la suivante, on se dit, le psychopathe a sévi, il a tué l'enfant par exemple dans sa voiture, on ne peut pas ramener l'enfant en vie, c'est trop tard, personne ne le peut. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, il faut s'assurer que ce psychopathe ne sévisse pas de nouveau, et puis il faut compenser les victimes. Donc, une approche complètement pragmatique. Encore 2 minutes. Alors, on peut réfléchir par rapport, pour prendre un exemple classique, par rapport à la notion de la peine de mort. L'approche rétributive ou rétributiviste, ce serait de tuer certains condamnés parce que certains condamnés le méritent. On se dit, intuitivement, ils ont commis des actes trop odieux, trop cruels, il faut donc les tuer parce qu'ils le méritent. Mais le problème maintenant, c'est que ça ne fait pas de sens. Parce que, à cause du raisonnement que nous avons eu jusqu'à présent. L'alternative, naturellement, c'est de ne pas les laisser faire ce qu'ils veulent faire, ce serait de tuer, par exemple, pour ses effets potentiellement dissuasifs. On se dit, oui, on ne veut pas tuer parce qu'ils le méritent, ça n'a pas de sens, mais on va tuer, on va dire, parce qu'on pense que la peine de mort, par exemple, aurait un effet dissuasif. Si les gens savent, par exemple, qu'ils pourraient encourir cette peine de mort, eh bien peut-être que ça les dissuaderait de commettre des crimes. Maintenant, il ne nous reste que ça, en fait, comme type d'approche, vu qu'on enlève la rétribution, parce qu'elle ne fait pas de sens. Mais maintenant, vous vous rendez compte que cette question de dire on va tuer pour ses effets potentiellement dissuasifs, ça devient une question empirique. On peut se poser la question de savoir, finalement, est-ce que c'est vrai, en effet, que la peine de mort a un effet dissuasif? Oui ou non? Si elle a un effet dissuasif, alors on a un argument en disant oui, il a un effet dissuasif, donc je suis pour la peine de mort. Toutes les études que je connais, par exemple, qui ont été faites aux États-Unis, montrent de manière très claire que la peine de mort n'a pas d'effet dissuasif. Alors, tuer parce que les gens le méritent, ça ne marche pas. Tuer parce que la peine de mort a un effet dissuasif, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que cette approche impose des contraintes sur le type de pratique qu'on peut déployer dans des sociétés. Donc, première question, est-ce que la peine de mort a des effets dissuasifs? Donc, oui ou non. Et puis, naturellement, on peut se poser également la question de savoir si le seul moyen de dissuader est de tuer. Est-ce qu'il existe d'autres moyens qu'on peut déployer dans notre société pour essayer de faire en sorte à ce que les gens ne se comportent pas de certaine manière plutôt que d'en revenir à tuer, en fait. Et tout ça, ce sont encore une fois des questions empiriques, des questions auxquelles on peut raisonner, réfléchir, en faisant des études, en étant rationnel. Et maintenant, ce qui est très important, c'est que j'ai pris un exemple très étroit, mais vous pouvez appliquer ce type de raisonnement à des questions à l'ensemble de l'appareil juridique. Si on met les gens en prison, par exemple, est-ce que c'est nécessaire de les faire souffrir? Est-ce que c'est nécessaire qu'ils se trouvent dans une situation carcérale absolument horrible? Parce qu'ils le méritent, soi-disant, non. Je vais vous lire maintenant, j'arrive vraiment à la fin, une citation de Joshua Green, dont on a parlé tout à l'heure, qui résume parfaitement la situation dans un article absolument fantastique. S'il y a des juristes dans la salle, je serais content de leur donner. Donc, traduit, bien sûr, de l'anglais, il nous dit « Le libre arbitre, tel que nous le comprenons intuitivement, est une illusion, comme nous l'avons vu. Les notions rétributives de la responsabilité pénale dépendent de cette illusion. À l'heure actuelle, l'article a été écrit il y a une dizaine d'années, la loi traite avec fermeté, mais également avec compassion, les individus dont le comportement est manifestement le produit de forces qu'ils ne contrôlent pas. Un jour, il conclut, la loi pourrait traiter tous les condamnés de cette manière, c'est-à-dire avec humanité. Et cette idée, elle n'est pas nouvelle. C'est une idée qui existe depuis plusieurs siècles.
Vous ne connaissez peut-être pas cet individu, il s'appelle Julien Offray de La Mettrie. C'était un matérialiste du XVIIIe siècle qui a remis en question les idées de Descartes et qui a écrit un ouvrage, un pamphlet, qui s'appelle L'Homme-Machine, qui est bien connu dans les neurosciences. Il l'a écrit en 1746, 100 ans avant que Darwin ne publie ses idées, moitié du 19e siècle, 1859-1871. Et à la fin de ce pamphlet, il a une section de La Mettrie sur les vertus de son approche matérialiste, dans laquelle il nous dit la chose suivante. Matérialiste plutôt que dualiste. Dans ce pamphlet de La Mettrie, nous dit que le dualisme cartésien est faux. Donc déjà, il y a plusieurs centaines d'années, il avait l'idée en fait que le matérialisme était vrai. Et il nous dit, enfin, le matérialiste convaincu, quoique lui murmure sa vanité, ne maltraitera pas ses semblables, trop instruits sur la nature de leurs actions. Donc il aurait pu donner la présentation à ma place, en fait. C'est ce que je suis en train de vous dire. En français également, et mieux que moi, j'imagine. Il finit par dire, donc, jugez comme il, le matérialiste, traitera les autres, il plaindra les vicieux sans les haïr, ce ne seront à ses yeux que des hommes contrefaits. Par contrefait, il voulait dire difformes, mal bâtis, que la nature n'a pas gâtés dans un sens. 2 minutes, promis. Parce que je ne veux pas vous laisser, après ça vous allez avoir des cauchemars ce soir, il y a quand même quelques idées qu'il faut que je vous transmette. Alors, on va revenir à cette notion de libre arbitre. Si en fait nos choix sont causés par des facteurs que nous ne contrôlons pas, que ce soit des facteurs probabilistes ou déterministes, eh bien, est-ce que nous pouvons choisir ? Mes étudiants se viennent me dire, mais finalement, on peut pas, est-ce qu'on peut choisir ? Oui, la réponse c'est oui, bien sûr qu'on peut choisir. Qu'est-ce qu'un choix ? Eh bien, un choix, simplement, c'est... Alors, je prends cet exemple parce qu'il est très concret, il est très parlant. Un choix, c'est simplement sélectionner une option ou plusieurs parmi un ensemble d'options. Quand Garry Kasparov joue aux échecs, ou prenons en fait son adversaire Deep Blue qui a battu Kasparov en 1997, quand l'ordinateur, le programme Deep Blue, décide de bouger sa dame, il fait un choix. Il aurait pu bouger autre chose, donc il fait un choix. Il y a plusieurs pièces sur l'échiquier, il en prend une, donc il sélectionne une option parmi tant d'autres. Même si le programme est complètement déterminé, même si le choix est déterminé, il n'en reste pas moins que l'ordinateur fait un choix. Pareil pour Garry Kasparov, qui a un programme différent dans sa tête, qui est implémenté par des neurones et pas par un ordinateur. Donc bien sûr qu'on fait des choix. Donc n'ayez crainte que cette question de l'âme et du libre arbitre nous dise que finalement on ne fait plus toujours, bien sûr qu'on fait des choix. Et puis la deuxième question qui fait peur souvent, c'est finalement, est-ce que tout est déterminé ? Alors ça, on ne sait pas vraiment, ça dépend un petit peu de comment on interprète certaines théories physiques, mais souvent, les gens se posent, les étudiants en tout cas, viennent vers moi, me se posent des questions, me disent, mais à quoi ça sert de se lever même ? Tout est déterminé, alors à quoi ça sert ? Mais en fait, en y réfléchissant un petit peu, eh bien, il n'y a pas besoin de se torturer comme ça, parce que peut-être que tout est déterminé. Et alors ? Nous ne sommes pas des dieux, nous n'avons pas cette capacité computationnelle absolument magique qui nous permet de prédire, en connaissant la position de toutes les particules dans l'univers, exactement ce qui va se passer dans un mois, ce qu'on appelle un démon de Laplace. Nous sommes des êtres finis, avec des capacités cognitives limitées. Donc ça veut dire que de manière épistémique, le futur reste ouvert. Alors il est prévisible, certaines choses sont prévisibles, mais de manière générale, on ne prévoit pas ce qui va se passer. Donc rien ne change dans un sens. Même si en principe tout est déterminé, pour nous, avec nos capacités finies, eh bien, le futur est ouvert. D'ailleurs, je vous défie d'essayer de prédire ce que je vais vous montrer maintenant. Naturellement, vous ne pouvez pas le faire, bien, je vous montre une photo de mon chat, Muffin, à laquelle j'ai posé la question du libre arbitre et qui réfléchit. Voilà. Et qui se dit, est-ce que les chats... pas sûr, pas sûr. Voilà, je vous laisse maintenant, c'est fini, ça y est, juste en musique. Vous connaissez peut-être le film Retour vers le futur, qui se passe dans les années 50. Le personnage principal vient des années 80, et il se met à jouer du rock des années 60. Alors, les gens des années 50 aiment beaucoup ça, et puis soudain, il accélère un petit peu, il passe au rock des années 80, et là, c'est trop pour eux. Et il dit à la fin...
aux gens qui sont présents, il dit, vous n'êtes peut-être pas encore prêts pour ça, mais vos enfants vont adorer. C'est souvent l'impression que j'ai quand je présente ces idées, surtout dans le grand public, qui peuvent être effrayantes pour certains. Alors je vous laisse donc en musique, et puis ensuite on se retrouve pour les questions. All right, this is an oldie, but well, it's an oldie where I come from. All right, guys, listen, this is the blues riff and B. Watch me for the changes and try and keep up, okay? I guess you guys aren't ready for that yet. But your kids are gonna love it. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Julien, pour ta présentation extra claire et ton optimisme, en fait, sur comment la science va pouvoir apporter un peu plus d'humanité et de justice, et puis comment les jeunes porteront aussi les nouvelles idées. On va prendre une dizaine de minutes pour quelques questions. Est-ce que quelqu'un aimerait poser une question? Merci de la poser à voix bien haute. Monsieur, oui, je vous en prie. J'ai essayé, merci pour votre question d'abord. Alors, pour répondre à la première partie de votre question, j'ai invoqué le système 1 et le système 2 non pas pour parler de manière spécifique des travaux de Kahneman, que vous connaissez naturellement, mais pour montrer
qu'il existe une manière de comprendre l'esprit humain qui inclut ces deux systèmes, et pour ensuite parler de la psychologie intuitive. C'est pour ça que j'ai parlé du système 1 du système 2. J'ai fait allusion à Kahneman pour montrer aux gens que les idées étaient tout à fait sérieuses et qu'elles ont servi dans plein de domaines. C'est pour ça que j'ai parlé de Kahneman. Maintenant, la relation, vous posez la question, entre l'âme et le libre arbitre, alors, j'ai peut-être pas été assez clair, mais elle est importante. Cette intuition que nous avons libertarienne, que beaucoup de gens, vous l'avez peut-être vous-même, alors si vous ne l'avez pas, c'est très bien, mais peut-être que vous l'avez vous-même, eh bien, une question qui va se poser, c'est d'où est-ce qu'elle vient ? Pourquoi est-ce que nous avons cette intuition qui, en fait, n'est pas en correspondance avec notre compréhension scientifique ? Et alors, l'idée, c'est de dire, en fait, c'est relié à l'âme, parce que intuitivement, notre théorie intuitive des agents, donc ma théorie de vous, votre théorie de moi, d'autres agents, eh bien, elle inclut cette psychologie intuitive, elle inclut cette idée d'une cause non causée. Donc c'est là que l'âme et le libre arbitre, en fait, sont liés de manière importante. Pour que nous ayons ce libre arbitre libertarien, il faut un mécanisme. Il faut un mécanisme qui transcende les lois causales. Quel est ce mécanisme ? C'est l'âme. Parce que l'âme, souvenez-vous que l'âme, comme elle est envisagée, en tout cas par beaucoup de gens, on peut naturellement la définir autrement, dans quel cas la question ne se pose pas. Mais l'âme définie de cette manière, c'est une âme qui à la fois a des pouvoirs causaux, mais qui elle-même n'est pas causée. C'est ça qui est important. Et c'est ça, le mécanisme qui existe et qui permettrait d'avoir ce type de libre arbitre. Si on enlève ce mécanisme, on enlève le mécanisme qui nous donne ce libre arbitre libertarien. Donc il y a une relation très forte entre cette notion d'âme, cette notion de libre arbitre, et cette notion de libre arbitre, bien sûr, elle joue un rôle important dans toutes les questions pénales. C'est ça, en fait, le fil conducteur du raisonnement. Et dans les notions pénales, excusez-moi. Non, mais je vous en prie, allez-y. Dans les notions pénales, on prend aussi en compte, finalement, l'état psychique. On sait qu'il y a des pathologies type borderline, mais les problématiques industrielles sont plus fortes que d'autres pathologies. Il y avait même dans un film des experts où on a même pris un gène, le MAO1, qui est impliqué dans la sérotonine, tout ce qui est système dopaminergique. À mon avis, tout ce que vous avez dit, c'est explicable par les neurosciences. Donc, je comprends, vous voulez dire que l'âme, finalement, elle est un peu là derrière, elle a aussi son mot à dire, elle pousse, elle est aussi la vivante. C'est ça que vous voulez dire, quoi. Ce que je veux, voilà, tout à fait. Alors, vous avez tout à fait raison qu'on comprend de plus en plus, de manière causale, à travers les neurosciences, à travers d'autres choses, ce qui amène les êtres humains à se comporter comme ils le comportent. Mais ce que vous invoquez, à juste titre, ce sont des facteurs causaux. Par contre, l'intuition qu'on a, qui nous reste, intuition sur laquelle est basée, prenons le cas des États-Unis. Les États-Unis, je vais me permettre de critiquer le pays dans lequel je vis depuis longtemps, il reste un des seuls pays au monde développé qui possède encore la peine de mort. Et il n'y a plus de raison rationnelle d'avoir la peine de mort, pour les raisons que j'ai évoquées. Par contre, il reste des raisons émotionnelles fortes et intuitives. On dit, ces gens-là le méritent. Et c'est ça. C'est que cette intuition, en fait, elle est à la base de certaines pratiques que les gens continuent à soutenir parce qu'ils ont ces intuitions. C'est pour ça que ces intuitions sont tellement importantes. Et... Vous allez découvrir la structure de l'âme, vous cherchez, vous travaillez sur la... Excusez-moi, on va prendre une autre question, monsieur, si vous voulez bien. On prend une autre question et puis on pourra en discuter. L'âme n'existe pas, donc la structure de l'âme ne m'importe guère vu qu'elle n'existe pas. Ce qui m'importe, c'est, comme j'ai essayé de le montrer. Alors, une autre question. Hello, thank you so much for your talk. I think it was really great. Oh, great. Now I can switch to my preferred language. Fantastic. Go ahead. I prefer English, but it's not my mother tongue anyway. No problem. Okay. So do I, too. I have two questions. The first one is, what do you think about all these stories of children that are born with memories from previous lives and whatever? And the other question is, what if the definition of a soul is wrong itself, or we are not able to measure it simply as dark matter in the universe, for example? Well, okay, great. Thanks a lot for your question. Let me take the last part of the question. You're right that there are aspects of matter that physicists have trouble understanding. So dark matter, dark energy, current frontiers in physics, nobody really understands what's going on. However, the matter that composes us, what they call ordinary matter, is perfectly understood. They have very good theories of that matter. In fact, if you're interested, you could read Sean Carroll's book. I mentioned it on the slide. It's called The Big Picture.
in which he explains that we understand this matter enough to make very strong predictions about the kind of new particle that we're likely to find in the future, and that these particles are going to have certain properties. One is that they're going to be very short-lived and therefore be irrelevant to us, or weakly interactive, in which case they're not going to matter to us anyway. So physical theory of ordinary matter, not what's going on in black holes or dark energy, is perfectly understood. Don't take my word for it, just read those physicists. And that places heavy constraints on the kinds of claims you can make about human nature and how we function. So that's the... Now, back to the first question that you raised about children born with past lives and so on and so forth. There's what we call in science mainstream science, which is the kind of science that's done by regular scientists at universities and labs, published in peer-reviewed journals and so on and so forth. That's called mainstream science. These ideas, however fascinating they are not part of mainstream science. So there are all kinds of ideas that float around in culture. Many people, for example, believe that we can talk to the dead. Many people believe, I'll give you an example actually, real quick, but on the train, I was in Italy a few days ago, and I took a train back, and there was a lady sitting next to me, and she started talking to me, and then she pulled out a deck of cards and started to tell me about the energy in my body and how she could use fractals to decide this and that. Okay, I just, listened politely, and I said, sure, do it. That's fine, people believe that, but what has to be realized is that these are not part of mainstream science, and for a good reason. Mainstream science cares about how the world works. It has developed methods which are very rigorous to decide how the world works, and necessarily it must eliminate certain ideas because they don't work. Science, look, whenever you use a cell phone, I don't know where my cell phone is in my bag, but you pull out this thing, there's an invisible force that you can't really see that allows you to talk to your friend in Los Angeles. This is not magic, it's science. Science understands that. So it's okay with things like that, but there are other things that seem to not work. If they worked, then science would know about it, because people would, believe me, I've been in academia my entire life, young academics would love to establish their career and win a Nobel Prize. In fact, anybody who could show that you could talk to the dead would immediately, automatically win a Nobel Prize, right away. Because the discovery would be so shocking and would revolutionize everything we understand about science. So you're right about the fact that there are these ideas that float around, but they're not taken seriously by mainstream science, not because mainstream scientists are arrogant, but because the ideas, when you think about them, simply don't work. And we can discuss this more if you'd like, but that's sort of the answer to the second question. So thanks for the second question. And okay, now we switch to... Merci beaucoup. J'ai une question. Oui. Je me pose la question, est-ce que vous êtes assez conséquent dans votre vocabulaire que vous utilisez? Parce que si je vous suis, vous avez quelque part mis en question tous les types d'âme. Mais pourquoi vous utilisez... Ah oui, c'est ça. Pourquoi vous utilisez encore les termes décision, choisir, intention consciente, même raison? Bon, j'ai bien compris, quand vous utilisez les termes décision, ça devient un mécanisme formel. Donc, ça veut dire un système qui peut aussi décider. Et la raison, apparemment, vous l'allez définir de manière logique en tant que mécanisme qui a certains types de syllogismes qu'il peut utiliser pour arriver à une conclusion. Mais avec Wittgenstein, je dirais, en utilisant ces termes, vous allez introduire quand même une hypothèse de quelque chose autre que le physique. Et d'un coup, je me dis, vous avez bien entendu. Ah, question très intéressante, madame. Oui, merci bien sûr, merci de l'avoir posée. Oui. Alors, la question que vous posez soulève la question du niveau d'analyse dans les sciences. Alors, c'est une question fondamentale. C'est vrai que si on regarde les choses comme les gens qui font de la physique fondamentale, le vocabulaire de la physique quantique, par exemple, n'utilise pas ce genre de concept. Mais si on veut être capable d'expliquer ce qui se passe dans le monde, il faut invoquer, on est obligé d'invoquer des concepts à des niveaux supérieurs, sinon il n'y aurait pas de chimie, il n'y aurait pas de biologie, il n'y aurait pas de psychologie, il n'y aurait que de la physique. Donc c'est un choix tout à fait normal que fait tout le monde. Nous sommes obligés. Un exemple
concret que je peux vous donner par rapport à ça. Admettons qu'on soit ensemble comme ça et qu'on voit deux personnes qui jouent aux échecs. Et admettons qu'on ait un ami martien qui arrive sur Terre, qui nous dit qu'est-ce qui se passe, j'arrive pas à comprendre pourquoi il bouge des petits trucs comme ça on the board. Et là, quelqu'un arrive et dit moi je suis physicien, je vais vous expliquer comment ça marche. Il y a une théorie très forte qui s'appelle la théorie des champs quantiques. On va essayer d'expliquer ça. C'est peine perdue. Il n'y a aucun vocabulaire dans ce genre de science qui nous permettrait d'expliquer ce qui se passe aux échecs. Par contre, si on invoque des concepts comme pion, dame, tour, qui n'existent pas en mécanique quantique, vous vérifiez, les physiciens ne parlent pas de tour ou de fou en mécanique quantique, eh bien on est capable d'expliquer, même des règles, bouger de terminaire, on est capable d'expliquer le comportement des joueurs à l'échiquier. Donc vous avez raison on est obligé, si on veut expliquer des choses, d'invoquer des concepts à des niveaux supérieurs. Donc je fais comme tout le monde dans ce cas-là, et c'est une obligation très forte.